Est-ce que, à la date d'aujourd'hui, nous sommes quand même en août 2022, donc 62 ans après, est-ce qu'on peut parler d'une nation au Congo, Brazzaville? Alors, on ne peut pas parler d'une nation au Congo parce que, au lieu de construire la nation, notamment à partir de 1970, on a fait que diviser les Congolais, instrumentaliser l'ethnie à des fins politiques, favoriser une partie des Congolais au détriment des autres. Donc on ne peut pas parler d'une nation congolaise parce que une nation, c'est vrai, c'est une histoire commune, c'est une terre commune, mais c'est beaucoup plus une âme, comme le disait Ernest Renan. Hein? Avoir fait un principe spirituel, avoir fait des choses ensemble et vouloir faire des choses ensemble. Donc une communauté de destin. Mais cette communauté de destin n'existe pas parce que celui qui est au pouvoir, il veut rester au pouvoir et pour rester au pouvoir, c'est militairement qu'il doit s'imposer et au poste clé, il doit nommer les membres de son ethnie, de sa famille. Donc voilà, c'est la parentocratie. Je ne suis pas sûr que les Congolais soient tribalistes. Je ne suis pas sûr que les Mboshi qu'on indexe soient tribalistes parce que ne confondons pas les choses. Il y a le Mboshi qui vit à Ngamakoso là-bas, qui a le même traitement que tout le monde. Il galère comme tout le monde, il n'a pas de boulot comme tout le monde. Le pauvre Mboshi qui vit à Bundi ou ailleurs, il galère comme tout le monde. Mais le clan d'Oyo, c'est pas seulement que l'Emboshi. Dans le clan d'Oyo à Isidore Mvuba, tu vois, il vient dire des trucs inexacts, alors qu'il sait très bien que c'est faux. Il y a Coliné Makosso, il y a Pierre Mabiala. Donc le clan d'Oyo, il n'y a pas que des Mboshi. C'est vrai que le creuset, c'est des Mboshi, mais n'oublions pas le Mboshi lambda qui galère comme tout le monde. Donc ne confondons pas le tribalisme. Le tribalisme, c'est juste un instrument politique, à des fins politiques, mais le tribalisme social n'existe pas. Donc il ne faut pas suivre tous ces gens-là qui sont des valets du néocolonialisme. Sassou Nguesso est un valet du néocolonialisme. Vous le suivez, vous n'irez nulle part, vous irez dans le trou. Il est là pour les intérêts de la France, il n'est en aucun cas là pour les intérêts du Congo. 62 ans d'indépendance après, à quoi ressemble l'organisation sociale du Congo-Brazzaville et quel impact dans son développement socio-économique? Voilà ce sur quoi va porter ce nouveau numéro Droit de savoir où j'ai le plaisir de recevoir Maître Jean-Jacques Bayonne Castador. Vous êtes notaire et anthropologue. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Christian Perrin, bonjour tout le monde. C'est pour moi un plaisir d'être devant vous. Je vous en prie, Maître Bayonne. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Merci de nous avoir renouvelé votre confiance. Likez, partagez si vous nous rejoignez pour la première fois sur TLR TV. Ne manquez pas de vous abonner pour être prévenu de nos prochaines productions. Moi, c'est Christian Perrin. Maître Jean-Jacques Bayonne, 62 ans d'âge pour un pays, est-ce assez suffisant pour organiser une société et en faire une nation? Alors, 62 ans, je ne crois pas que le Congo ait 62 ans. Avant les 62 ans, le Congo existait, les Congolais existaient. Tout de même, à partir du moment où les Congolais se sont dit, ben, écoutez, on prend nos responsabilités, nos destins en main, donc on est indépendant désormais. Bon, je ne suis pas si sûr que les choses se soient déroulées de cette manière-là. Déjà, auparavant, en 1958, il y a eu un référendum et au cours de ce référendum, tous les leaders politiques, à l'exception de la CGCT, tous les leaders politiques ont appelé à voter pour le oui. Le oui, c'était rester dans le giron colonial.
Et en 1960, De Gaulle impose qu'il fallait quand même proclamer l'indépendance. Quand il propose, qu'il impose de proclamer l'indépendance, 3 pays d'Afrique francophone refusent de sortir de la communauté. Le Congo de Fulbert Youlou, le Gabon de Léon Mba et la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny. La preuve, nous n'avons pas de constitution en 1960. Notre première constitution, c'est en avril 61. Et Youlou reste Premier ministre et il est le président de la République en avril 61. Et d'ailleurs, il y a une anecdote, si vous voyez un documentaire où De Gaulle reçoit le président américain Kennedy en janvier 61, dans les corps constitués, il y a Youlou qui est là, il le présente comme étant Fulbert Youlou, le Premier ministre du Congo. Voyez-vous, donc maintenant, ceci dit, depuis la proclamation théorique de cette indépendance, 62 ans, oui, on aurait pu faire des choses, construire la nation, avancer. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ben, nous pourrons voir pourquoi. Maître Jean-Jacques Bayonne, croyez-vous que le Congo est véritablement indépendant? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Le Congo n'est pas indépendant. En 2015, alors qu'il y avait une constitution qui était là et qui disait qu'on pouvait réviser telle matière et pas d'autres, et que, par exemple, le nombre de mandats ne pouvait pas être révisé, ben, M. Denis Sassou est passé en force en imposant un changement de la Constitution alors qu'une révision juste s'imposait. Et donc, il est parti pour un coup d'État constitutionnel et il a été béni par François Hollande qui a dit que ça faisait partie de son droit à lui et du droit de l'empire néocolonial, mais pas du droit établi au Congo. En tout cas, ça ne faisait pas partie du droit établi. Comme en 1997, d'ailleurs, en juin 1997, où la France a ramené Denis Sassou Nguesso par les armes. Absolument, puisque M. Chirac lui-même a confirmé que nous avons demandé à José Eduardo dos Santos d'intervenir pour arrêter la guerre. Donc, c'est pour vous dire que la plupart des dirigeants que nous avons sont des marionnettes de l'Occident, à quelques exceptions près. Alors, donc, comme vous étiez en train de dire tout à l'heure, finalement, le colon, lui, il est parti sans partir, c'est cela? Voilà, il est parti pour mieux rester. Tout commence à peu près en 1944, pendant la guerre. La France est occupée. Pendant que la France est occupée, il y a des Africains qui disent « Ah, les Français sont en train de se battre pour leur libération parce que les Allemands les ont occupés et eux, ils viennent nous occuper, nous. Ben, nous aussi, nous devrons demander notre indépendance. » Et là, De Gaulle, en tant que visionnaire, s'est dit qu'il fallait prendre les dessus. Il a convoqué la conférence de Brazzaville. Et au cours de cette conférence, il a dit qu'il n'est pas question que les pays accèdent à l'indépendance. La mission civilisatrice de la France, puisqu'ils sont venus civiliser les sauvages qui étaient là, n'était pas finie, que c'était de leur devoir. Et par contre, ils acceptaient qu'il y ait certains indigènes, comme on les appelait à l'époque, puissent faire partie des assemblées. C'est comme ça qu'on est arrivé à la 4e République et qu'il y a eu des députés, notamment le député Jean-Félix Chikaya, qui a accédé au Palais Bourbon, et plus tard le sénateur Goura qui a été élu et qui a siégé au Sénat français. Est-ce que, à la date d'aujourd'hui, nous sommes quand même en août 2022, donc 62 ans après, est-ce qu'on peut parler d'une nation au Congo, Brazzaville? Alors, on ne peut pas parler d'une nation au Congo parce que, au lieu de construire la nation, notamment à partir de 1970, on a
fait que diviser les Congolais, instrumentaliser l'ethnie à des fins politiques, favoriser une partie des Congolais au détriment des autres. Donc on ne peut pas parler d'une nation congolaise parce qu'une nation, c'est vrai, c'est une histoire commune, c'est une terre commune, mais c'est beaucoup plus une âme, comme le disait Ernest Renan. Hein? Avoir fait un principe spirituel, avoir fait des choses ensemble et vouloir faire des choses ensemble, donc une communauté de destin. Mais cette communauté de destin n'existe pas parce que celui qui est au pouvoir, il veut rester au pouvoir et pour rester au pouvoir, c'est militairement qu'il doit s'imposer et au poste clé, il doit nommer les membres de son ethnie, de sa famille. Donc voilà, c'est la parentocratie. Vous avez parlé de la parentocratie, du népotisme, et je vous ai aussi entendu parler des ethnies. Alors, est-ce qu'on peut en parler au niveau du Congo, par exemple? Comment s'organise évidemment la structure sociale congolaise? Mais écoutez, la structure sociale congolaise, bon, disons déjà l'État congolais en lui-même. Vous savez que c'est un État qui a été créé artificiellement à partir de la conférence de Berlin, où ils ont établi les règles d'acquisition par les Européens des terres. Donc, des entités qui n'étaient pas ensemble auparavant se sont mis ensemble. Par exemple, le Congo s'est rattaché au Congo septentrional par le fait de Berlin. Mais avant, on ne se connaissait pas. Les Bas-Congo ne connaissaient pas les gens de la Likwala. Ils ne se connaissaient pas tout simplement. Et donc, nous sommes mis ensemble, ou de ceux de la Sangha et même ceux de la Cuvette. Par contre, les Bateke qui étaient au milieu connaissaient les autres et connaissaient les Bas-Congo. Donc, cet État a été fait artificiellement. Ça ne veut pas dire que c'est un frein à la création d'une nation. Loin s'en faut. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que une nation se construit. On construit la nation en inventant par exemple des choses comme, vous voyez en Afrique de l'Ouest, si vous partez, on va vous dire l'équivalent, hein, que vous voyez un Makosso, un Gakosso, et par exemple un Malonga, c'était des frères de même père, même mère. Ils inventent des choses comme ça fortifie. Et nos ancêtres disaient qu'ils provenaient d'un ancêtre commun qu'on appelait Ngounou. Muvili Ngounou, Muteke Ngounou, Kifumba Kimosi. Mukongounou, Muteke Ngounou, Kifumba Kimosi. Mutsangi Ngounou, Muyaka Ngounou, Kifumba Kimosi. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ces trucs d'unité. Au contraire, on a divisé les gens. Mais cette division, d'abord, vient de l'extérieur et après, ensuite, ben, les hommes politiques, en manque de dessin politique, qui sont là juste pour jouir et non pour régler les problèmes du pays, pour jouir et avantager l'empire colonial ou néocolonial. Pour dire que même avant les indépendances ou après l'indépendance, les premières heures d'indépendance, bien entendu, il n'y a jamais existé cette cohésion sociale au Congo. Alors, la cohésion sociale commençait à exister, puisque de toutes les façons, on doit faire une distinction entre ce qu'on appelle les ethnies ou les tribus, je ne sais pas trop, ou les races même avant. Il n'y a aucun problème. On est allé à l'école. Quand on était à l'école, on ne se demandait pas que un tel est de telle région, un tel est de telle région, un tel est de telle région. Nous étions à l'école, nous étions tous des amis, c'est ce qui comptait, nous étions dans la même école, on formait une communauté. Mais ces choses-là, l'instrumentalisation de l'ethnicité à des fins politiques, ça commence à partir de 1970, au moment où nous avons le Yakanoki Noki na Brazzaville, Tike Kofuta Maawa, au moment où les slogans c'était l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, et c'était maintenant l'homme de l'ethnie ou de la région à la place de l'homme qu'il faut.
Donc, on prend n'importe quel tocard, on le met aux places de responsabilité. Le tocard vient, au lieu de servir le pays, il vient, il détourne, mais il ne part pas en prison. Il y a l'impunité parce que c'est le cousin, parce que c'est le neveu. On revient à la parentocratie qui existe, hein, parce que j'ai entendu quelqu'un dire que c'est lui qui a inventé la parentocratie, mais depuis à peu près 1970, la parentocratie est un fait qui s'accentue aujourd'hui, c'est vrai, mais ça a toujours existé, ce n'est pas nouveau. Et donc, vous avez dit, c'est dans les années 70, c'est cela, où on a commencé à vivre évidemment ce déclin, d'ailleurs, dans la société congolaise, avec les phénomènes que vous venez de décrire. Est-ce que ces phénomènes, comme tu dirais, sont encore d'actualité jusqu'aujourd'hui? Ça s'est empiré? Mais M. Christian Perrin, bien entendu que ça a empiré complètement. Vous voyez, par exemple, on va nommer 20 généraux, il y a peut-être 17 mochis, mais on n'a jamais vu ça de mémoire de Congolais. Sans honte, on nomme des généraux comme ça, alors que nous sommes une nation qui compte 5 millions d'habitants. On va nommer seulement les gens d'une seule ethnie. Voyez les directeurs généraux là-bas. Comptez. Combien y a-t-il de Mboshi? Pascal Lissouba, qui avait vu qui a parlé de la tribu classe, que la tribu qui arrive au pouvoir crée maintenant une tribu classe. Mais il avait raison, il a eu tort d'avoir raison très tôt. On lui a fait des procès, c'était le théoricien de la tribu classe. Mais ce qu'il avait dit est réel aujourd'hui. Dans un pays, on ne voit pas que ça doit être seulement cela. Il y a des gens valeureux dans tout notre pays. Et je suis venu pour vous dire que le déclin a commencé en 1970. Diawara, qui a favorisé, parce que sans Diawara, Marien Ngouabi n'aurait pas pris le pouvoir. C'est parce que Diawara a accepté que l'armée n'intervienne plutôt que la défense civile dont il était le chef, n'interviennent pas lors de l'attaque de la prison pour aller libérer Ngouabi, que ça a été possible. En récompense, d'ailleurs, il a été premier vice-président du CNR. Et Aimé Portela était deuxième vice-président du CNR. Mais quand Diawara, Ikoko, Akouya, pour dire qu'il y avait l'unité nationale, parce qu'on ne peut pas parler de Diawara sans parler de Ikoko. Ikoko était de la cuvette, mais il a vu que ce qu'on faisait n'était pas bien. Il s'est mis avec Diawara. Ils ont parlé de l'obumitrie, l'oligarchie bureaucratique militaire tribaliste, l'obumitrie. C'est depuis 1970 que les Diawara ont commencé à dénoncer cela. Ce n'est pas nouveau. Donc, ce sont des choses, et nous avons vu même sur le plan social tout décliner. Parce que nous, lorsque nous avons commencé notre scolarité, tout était fourni par l'État. Les cahiers, les ardoises, les craies, l'encre, les buvards, tous les crayons à papier, tout était fourni par l'État. Et nous avons vu, à partir de 1970, si on nous donnait par exemple 5 cahiers, on commençait à nous donner 2 cahiers et les parents devaient compléter. Les livres étaient fournis, là les parents devaient acheter maintenant les livres. Les livres, bien entendu, on les rendait pour les générations futures, mais pendant l'année, on avait droit à ces livres qu'on emmenait chez nous. Si c'était abîmé, eh bien, les parents remboursaient. Mais en tout cas, les parents ne déboursaient rien. L'hôpital était gratuit et les soins étaient bons, c'était très propre. Les gens avaient des soins appropriés. Les gens mouraient peut-être, mais pas comme aujourd'hui. Vous pouviez faire 1 an sans qu'il y ait un proche qui meure. Or qu'aujourd'hui, quand vous êtes au Congo, c'est difficile de faire 1 mois sans voir un proche vous quitter. Ce déclin donc a eu un impact vraiment négatif sur la vie socio-économique des Congolais, c'est cela? Absolument. Un impact terrible.
celui qui est aux affaires aujourd'hui, il est arrivé en 1979 en nous disant « vivre durement aujourd'hui pour vivre mieux demain ». Ce sont des propos qu'on attribue à tort à Yombi Opango, mais c'est bien Sassou Nguesso qui a dit « vivre durement aujourd'hui pour vivre mieux demain ». Aujourd'hui, nous vivons moins bien qu'en 1979. Nous vivons moins bien aujourd'hui qu'en 1979. Allez voir les états des hôpitaux. Moi, j'allais à l'hôpital les années 70, voir les gens jusqu'à 79, 80. Les hôpitaux étaient propres, les draps étaient changés. Les gens étaient soignés, ils étaient nourris. Allez aujourd'hui dans les hôpitaux, allez voir l'état des hôpitaux. C'est un drame. Les moustiques, c'est terrible. C'est terrible l'hôpital aujourd'hui à Brazzaville ou à Pointe-Noire. La santé et l'éducation sont complètement abandonnées. Alors que le Congo était un pays qui faisait la fierté de l'Afrique. C'était le pays le plus alphabétisé d'Afrique. Mais aujourd'hui, nous en sommes où? Les élèves sont sous-scolarisés, le bac s'achète. Vous connaissez, on parle des MST, les maladies sexuellement transmissibles. Mais au Congo, ce sont les NST, les notes sexuellement transmissibles, ou les notes financièrement transmissibles, ou les NFT. Voyez-vous, donc c'est vraiment un déclin. Les élèves qui sont aujourd'hui en master, quand ils vous écrivent une lettre de motivation, les fautes qu'ils font, moi, lorsque j'étais au CE2, je ne pouvais pas les faire. Par rapport à ce tableau que vous venez de nous présenter, est-ce qu'on peut parler, on peut dire que c'est un problème d'incompétence de ceux qui gouvernent le Congo, ou bien c'est la malgouvernance carrément, c'est-à-dire, ou bien, comme disait d'ailleurs un invité sur ce plateau, c'est plutôt un mode de gouvernement, par exemple? Je pense que c'est tout à la fois. C'est la malgouvernance, le système de gouvernement et l'incompétence. Parce que quelqu'un qui est compétent, vous avez vu celui qu'on appelait le frère Alphonse Massamba Deba. Il est arrivé, il a eu à cœur qu'un pays, pour se développer, il faut produire ce que vous consommez. Il a commencé à faire l'industrialisation de notre pays. Il y avait des usines qui fabriquaient des marmites, qui s'appelaient d'abord Colalu, ensuite Alu Congo. Il y avait Plasco qui fabriquait du plastique. Il y avait la verrerie du Congo qui fabriquait des verres. Il y avait des usines partout. Et les gens travaillaient, il y avait le plein emploi. Mais aujourd'hui, les usines en question, tout a été détruit à cause du Yaka Nokin à Brazzaville. Parce qu'on a mis des parents qui ont fait tomber toutes ces entreprises-là. Vous voyez, par exemple, une entreprise comme Ofnacom ne pouvait pas faire faillite parce que Ofnacom est né des dons des Chinois. Parce que les dons, quand ça arrivait, c'était détourné. Massamba Deba s'est dit qu'au lieu que ça soit détourné, on va faire une boutique moins chère. Alors, vous avez des trucs gratuits. Pendant des années, vous encaissez de l'argent. Comment pouvez-vous faire faillite? Eh bien, c'est à cause du Yaka Noki favorisé par l'obimitrie. Pourtant, maître, dans le même sens, lorsqu'on a interviewé Isidore Mvouba, le président de l'Assemblée nationale congolaise, je vous repose la même question à vous aussi, je l'ai déjà posée à un invité. Isidore Mvouba dit, parce qu'on lui pose la question, c'était dans le cadre, par exemple, de faire le bilan, de dresser le bilan du Congo depuis 62 ans d'indépendance. Alors, sa réponse en substance était de dire, avant Denis Sassou Nguesso, il n'y avait rien. Pas ce que je dis ou ce que vous qui compte. Ce sont les faits qui comptent. Comparons les faits. Je vois par exemple quand tu demandes ce qu'a fait. Moi, j'ai salué les municipalisations accélérées dans un premier temps. Mais je pense que ce n'est pas ça qu'il fallait. Il fallait le développement accéléré de nos territoires. La municipalisation accélérée, d'abord, ça a été un instrument de détournement de fonds publics. C'est-à-dire que quand on disait
par exemple, on établissait un budget à 650 milliards de francs. Dans la réalité, il n'y avait même pas 50 milliards qui y allaient dans cette municipalisation. Déjà, tout était fait par l'endettement. Les Chinois, comment on leur doit, c'est avec cette municipalisation, les travaux bâclés, et on favorisait juste le chef-lieu. L'arrière-pays était resté délabré. Moi, je suis parti à Sibiti 6 mois après sa municipalisation. Les routes étaient déjà complètement cabossées, cassées. Vous arrivez à Sibiti, l'électricité, ou à Ifondo là-bas, je crois, à Ifondo, l'électricité, c'était, quand j'y étais, je crois, de 18h à 21h. 18h à 21h, 3 heures d'électricité. À Sibiti, pareil. Donc, quand on nous dit que tout allait bien, il n'y avait rien. La route nationale numéro 1 existait. Moi, je partais dans le Mayombe, à Bilala, à Bilinga, en voiture. Mon grand-père également, mon oncle, il y a des gens qui faisaient Pointe-Noire-Brazzaville en voiture. C'était peut-être pas aussi rapide, mais ils le faisaient. La route nationale numéro 1 existait. Ça a été tracé depuis les colons. Donc, ce n'est pas Sassou qui est venu nous créer la route nationale numéro 1. Et les routes étaient très bonnes. Quand vous prenez, par exemple, vous ratez votre train à Pointe-Noire, parce que c'était ponctuel, il faut le dire, hein, il y avait la ponctualité. Quand on disait que la BJ, donc le train de l'époque, démarrait à 18h, 18h pile, ça démarrait. Mais quand vous avez raté ce train-là, vous pouviez prendre le taxi, aller le rattraper à Hall. Vous arrivez avant le train, vous arrivez avant le train et vous attendiez même le train. Donc la route nationale numéro 1 existait déjà. Et là, on nous a fait un tracé, au lieu de suivre le même tracé de la route nationale numéro 1, on nous a fait la route de la mort, très sinueuse. Je ne sais pas si vous prenez la route de Pointe-Noire pour aller à Dolisie. Quand vous traversez à partir je connais que les anciens noms, Gérard, les Sarah, tout ça, je crois que ça doit s'appeler, je ne sais même plus les nouveaux noms, Massembo Baki, un truc comme ça. Quand vous arrivez à Vouti, mais il faut signer, faire le signe de la croix. C'est une route très sinueuse, la route de la mort. Il y a beaucoup de gens qui sont morts là-bas. J'ai une amie à Tipo Nicole qui était à la police, une amie d'enfance, qui est décédée par cette route-là. Il y a beaucoup d'accidents qui se font au quotidien. Alors, faire une route pour qu'il y ait des accidents, pour que les Congolais meurent, c'est ça le bilan en question. Et la route en question, nous la devons. C'est fait à partir... Qu'est-ce qu'il y a? L'aéroport qu'on a fait à Pointe-Noire, on a encore laissé ça pour faire encore un autre. De l'argent gaspillé. Et on ne tient même pas compte de la sécurité des gens. Parce qu'on ne peut pas faire un aéroport en plein cœur de la ville comme ça. En moindre accident, c'est les gens qui meurent. Vous avez déjà vu à Brazzaville, je crois que c'était en 2013, où il y a eu un accident au niveau de Filou là-bas. Donc, il faut faire les aéroports un peu reculés des habitations. Ils ne l'ont pas fait alors que c'était une occasion de le faire. Le site était déjà là. Mais Sassou Nguesso veut montrer que c'est lui le meilleur, mais il n'a rien fait de bon, rien. Vous voyez tout ce qu'il fait là, il n'y a rien de bon. Les choses, nous allions à l'école, on ne payait rien. Aujourd'hui, on paye. Lui, Sassou Nguesso, Denis Sassou, il a été à l'école, il n'a jamais rien payé. Il était boursier depuis le cours élémentaire première année, jusqu'à la fin de sa scolarité. C'est l'État qui l'a pris en charge. Est-ce qu'il ne peut pas rendre ce qu'il a trouvé? Monsieur Isidore Mvouba vient nous raconter des bobards, qu'avant Sassou, rien n'existait. Si avant Sassou, l'hôpital était gratuit, ce sont des faits. Ce ne sont pas des paroles que je dis, ce sont des faits. Oui, avant Sassou, l'eau était gratuite. Vous avait des pompes publiques, on prenait des pompes. Oui, avant Sassou Nguesso, l'école, le Congo était un miroir de l'Afrique. Les gens étaient scolarisés et il y avait un enseignement de haut niveau. Il y avait des grands professeurs comme les Etienne, le roi, l'anthropo-juriste,
qui est l'un de mes maîtres, qui ont enseigné à l'université de Brazzaville. L'université de Brazzaville était une grande université. Aujourd'hui, déclin total. Donc, le bilan que vient vanter, je ne vois rien de ce qu'a fait M. Sassou Nguesso, je ne vois rien. Comparativement à l'argent qu'on a eu, Massamba Deba, le budget du Congo ne dépasse pas 40 milliards de francs CFA. Mais Sassou Nguesso a eu des milliers de milliards par rapport à la population. Mais on avait de quoi devenir en Dubaï. Mais rien n'a été fait. Que des petites rues, alors qu'on pouvait agrandir les rues, des petits ponts, des petites rues, rien ne s'est fait. Une seule ligne de chemin de fer laissée par les colons. Depuis que Bongo avait refusé les minerais de Comilo, alors que la ligne de chemin de fer est une ligne qui rapporte de l'argent, rien n'a été fait. Moi, s'il y a des choses qui ont été faites, je voudrais savoir qu'est-ce qui a été fait, quel progrès qu'il y a eu à Brazzaville. Vous avez dit que rien n'a été fait. Revenons un peu sur, évidemment, l'aspect beaucoup plus social chez nous. Avec ces antivaleurs, nous étions en train de parler du tribalisme qui, aujourd'hui, gangrène carrément toutes les administrations congolaises, sinon tout le système. Qu'est-ce qu'il faut faire, évidemment, pour essayer de combattre ce tribalisme et donner encore une chance, j'allais dire, au Congo-Brazzaville de se refaire? Alors, je dirais déjà que le tribalisme n'est pas un phénomène social. Parce que quand on vit, on rencontre quelqu'un, on ne demande pas de quelle ethnie elle est. Vous rencontrez une femme, vous ne lui demandez pas, vous êtes de quelle région. Si elle vous plaît, elle vous plaît. Quel que soit, même si vous découvrez qu'elle est Mboshi, qu'elle est Bomitaba, ça on s'en fout. Qu'elle est Bakouni, Bapounou, on s'en fout. Elle vous plaît, elle vous plaît. Deuxièmement, à l'école, vous pouvez avoir pour meilleur ami un Mboshi ou un Bateke. Sur le plan social, il n'y a pas de tribalisme, il faut le dire. Le tribalisme intervient seulement aux fins d'instrumentalisation politique pour favoriser les siens. Ils se sont dit, cette fois-ci, il n'est plus question qu'on perde le pouvoir, donc on doit verrouiller l'armée, tous les cadres militaires doivent être les nôtres. Bon, la justice, il faut les acheter. Moi, j'ai vécu à Brazzaville durant 8 ans consécutivement, là, dernièrement, et les magistrats, les magistrats, les hauts magistrats, ils ont eu des voitures, ils ont été dotés des voitures, procureur de la République avec des gardes-corps, des gros salaires. Ça, c'était pour acheter la justice. Les militaires surpayés alors qu'ils ne font rien. L'armée, c'est un gouffre financier. Alors que cette armée-là pouvait servir à travailler l'agriculture, à faire les routes, à faire des choses, une armée de métier, à construire des écoles, faire des tables bancs, rien du tout, on ne réfléchit pas à tout ça. Et on parle d'émergence. On parle qu'il n'y avait rien avant Sassou, il y a tout maintenant aujourd'hui. Non, non, non. Depuis Sassou, c'est le déclin. C'est le déclin. Et je peux même inviter Isidore Mvouba en débat, qu'il vienne me dire ce que Sassou a fait, et on pourra débattre de ça. Oui, mais maître, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre ce phénomène et ramener probablement les Congolais, pourquoi pas, à l'ambiance d'antan pour sauver le Congo? Car cela s'impose. Quelle piste de solution? Oui, les pistes de solution existent. Une nation se construit. Une nation se construit si vous commencez d'abord à respecter le droit établi. Vous commencez à respecter le droit établi. Aujourd'hui, au Congo, Sassou est au-dessus du droit. C'est-à-dire ce que Sassou décide, c'est ça qui est la loi. La loi n'existe pas. C'est Sassou la loi. Si Sassou décide ceci, il faut d'abord respecter le droit.
Il n'y a aucun pays qui peut faire quoi que ce soit sans le respect du droit établi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut respecter, c'est toujours dans le cadre du droit, le verdict des urnes. Si on respectait le verdict des urnes, Sassou ne serait plus là aujourd'hui. Vous savez très bien que les élections, c'est qui perd gagne, qui gagne meurt ou va en prison. Donc, si Sassou était là, si Sassou respectait le verdict des urnes, s'il respectait la démocratie, ce n'est pas comme j'entends souvent que nous ne sommes pas mûrs. Ce n'est pas une question de maturité. C'est une question du respect du droit établi. C'est comme le football. Vous respectez que là, vous êtes hors jeu, vous revenez. Mais si c'est hors jeu, vous marquez le but, on dit c'est un but. Si c'est hors jeu contre le camp adverse et que l'arbitre, l'autre qui n'est pas hors jeu, l'arbitre va siffler hors jeu parce que c'était un but, il y a un problème qui se pose. Acceptons les règles du jeu. Maintenant, pour la construction de la nation, je ne crains rien. La nation, l'embryon national existe. Hein. Quand il y a un match de football, les Congolais sont en union. On ne voit pas que tu es d'ici, tu es de là-bas. Hein. Les gens s'embrassent, quelles que soient leurs ethnies. J'étais à Brazzaville, à Pointe-Noire, je crois, en 2012 ou 2013. Il y avait le match, je crois que c'était en 2013. Congo-Zaïre, le Congo menait 2-0. Mais à chaque fois que le Congo marquait, les gens sortaient dans la rue, tout le monde s'embrassait. Ils ne se connaissaient pas, mais ils s'embrassaient. On ne voyait pas que tu es de telle ethnie, tu es de telle ethnie. La nation existe. Si on commence à travailler pour la nation, développer la Likwala, développer la Sangha, surtout l'arrière-pays, développer tous les départements, et que tout le monde sent que il y a vraiment ce pouvoir, ce gouvernement qui est là, s'occupe réellement des Congolais, ben, il n'y aura pas de problème. Il y aura la cohésion nationale tout de suite, il y aura la nation qui existera. Donc, le problème est d'abord et avant tout politique. Le problème de la nation, ça viendra. Je ne suis pas sûr que les Congolais soient tribalistes. Je ne suis pas sûr que les Mboshi Konendex soit tribaliste parce que ne confondons pas les choses. Il y a le Mboshi qui vit en Ngamakoso là-bas, qui a le même traitement que tout le monde. Il galère comme tout le monde, il n'a pas de boulot comme tout le monde. Le pauvre Mboshi qui vit à Bunji ou ailleurs, il galère comme tout le monde. Mais le clan d'Oyo, ce n'est pas seulement que les Mboshi. Dans le clan d'Oyo, à Isidore Mvouba, tu vois, il vient dire des trucs inexacts, alors qu'il sait très bien que c'est faux. Il y a Coliné Makosso, il y a Pierre Mabiala. Donc le clan d'Oyo, il n'y a pas que des Mboshi. C'est vrai que le Creuset, c'est des Mboshi, mais n'oublions pas le Mboshi lambda qui galère comme tout le monde. Donc ne confondons pas le tribalisme. Le tribalisme, c'est juste un instrument politique, à des fins politiques, mais le tribalisme social n'existe pas. Les Congolais ne sont pas tribalistes dans les gènes. Les mariages se font. Nous avons tous des neveux Mboshi, Bembe, de toutes les ethnies. Voilà, donc nous sommes tous mélangés. Nous avons des cousins qui sont moitié de la Likwala, moitié de tel département. Encore une fois, le problème est politique. Si on règle le problème politique, le problème social se réglera. Oui, mais maître Jean-Jacques Bayonne, tel que les choses sont parties, tout à l'heure, on est en train de parler d'ailleurs du tribalisme, on a parlé de la parentocratie, on a parlé de la dictature, il faut le dire. Est-ce qu'il y a encore un espoir? Ah, bien sûr, il y a un espoir. L'après Sassou, c'est un espoir. Je pense que sous Sassou, il n'y a aucun espoir que le Congo retrouve parce que je ne suis pas sûr que ce monsieur, puisqu'il croit à la force militaire, il croit à la force militaire, il n'y a que ça son langage, le langage de force. Si vous ne lui opposez pas un langage de force, il n'entendra pas. Par la démocratie, il n'y aura jamais de changement. Celui qui gagne sera déclaré perdant et ira soit en prison, soit mort. Nous avons des cas. Mokoko, il est en prison.
Tout le monde sait que Mokoko a gagné. Tout le monde sait que Mokoko a gagné. Et que Sassou aurait fait 8%. Ça, je ne le sais pas. 8%, je ne suis pas très sûr qu'il ait fait 8%, mais en tout cas, il n'avait pas gagné. Je pense que beaucoup de candidats étaient avant lui. Voilà. Oui, donc, oui. Oui, mais maître, donc là, vous convenez avec moi que depuis le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir par les armes, et ça ce n'est plus à démontrer, il y a ce qu'on appellerait la confiscation de l'alternance politique. Comment parvenir à une alternance politique au Congo-Brazzaville? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, que tant que Sassou sera là, il n'y aura jamais d'alternance. Il n'acceptera Oui. pas de partir non plus par les urnes. Qu'est-ce qu'il faut faire et que doivent faire les Congolais? Alors, vous savez, il y a des choses qui peuvent être dites, il y a d'autres qui ne peuvent pas être dites. Si je dis le fond de ma pensée, vous voulez que je me retrouve entre les barreaux? Non. Ce sont des choses que les hommes politiques doivent réfléchir. Mais je dis, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Sassou finira par partir un jour d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une mort naturelle, ça peut être un coup d'État, ça peut être un truc militaire, mais il ne partira jamais par les urnes. Jamais. Ça, croyez-moi. Aujourd'hui, il veut laisser le pouvoir et laisser son fils au pouvoir. Mais ça se passera toujours comme ça se passe aujourd'hui. Si vous allez aux élections où se présente son fils gagnera parce qu'il sera déclaré gagnant et vous ne ferez rien. Le fils d'Isidore Mvouba, celui qui vous a menti tout à l'heure dans sa déclaration là, son fils, il a bien perdu à Bakongo, mais il a été déclaré vainqueur. Qu'est-ce qui a été fait? Vous irez à la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle confirmera sa victoire. C'est ce qui se passera toujours avec Sassou. Donc, pour que ça change, il faut que Sassou parte. Et Sassou peut partir, il ne partira pas par les urnes, mais il partira par les autres moyens. Merci, Maître Voilà. Jean-Jacques Bayonne. Un petit cap sur l'actualité internationale. Vous êtes en train, je crois, de suivre ce qui se passe à travers le monde, notamment sur le conflit en Ukraine. Et depuis un certain temps, nous avons constaté un balai diplomatique en Afrique. D'abord, Sergueï Lavrov qui a visité donc Denis Sassou Nguesso parmi les États, disons les chefs d'État qu'il a eu à rencontrer. Après, nous avons aussi vu Emmanuel Macron qui est arrivé au Cameroun et il a continué son périple. Et dernièrement, c'est Anthony Blinken qui est passé d'ailleurs par l'Afrique du Sud, la RDC, le Rwanda. Alors, quelle lecture peut-on faire sur cette géopolitique et géostratégie avec, je crois, un nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner? Alors, ce que je dois dire, c'est que le conflit ukrainien-russe, ça ne concerne pas l'Afrique. L'Afrique n'a pas à s'en mêler, ni de loin ni de près. Nous devons garder des bonnes relations avec tous les États. Ça ne concerne en rien l'Afrique. L'Afrique, on parle de la famine. Mais nous avons notre manioc là-bas. Pourquoi vous voulez le blé? Contentez-vous de manger le manioc le matin. À 11 h, vous mangez un bon bouillon avec du manioc, c'est bon. On n'a pas besoin de blé. Si vous voulez du blé, cultivez du blé chez vous. C'est possible. Pourquoi vous ne faites pas? Alors, nous n'avons pas à nous mêler ou que des gens viennent nous instrumentaliser, ni pour un camp, ni pour l'autre. Ce que nous voulons, c'est un monde multipolaire, où il n'y a pas que quelques États qu'on appelle la communauté internationale qui font leur dictat sur le monde. On veut un monde multipolaire où il y a des relations multilatérales. On veut traiter avec des Ukrainiens pour nous aider à nous développer. Tant mieux. Les Russes, pourquoi pas. Voilà. Mais nous n'avons pas à nous mêler d'un problème qui ne nous regarde pas. Ni de loin. Nous ne devons pas nous associer à Macron pour condamner la Russie. Le problème russe et ukrainien, c'est leur problème à eux.
l'Ukraine et la Russie ont fait partie de l'URSS, c'est un problème interne à eux. Nous n'avons pas à nous mêler. Ça concerne peut-être l'Occident parce que l'Occident y a ses intérêts, mais l'Afrique n'a pas d'intérêt. L'Afrique, son intérêt, c'est de s'entendre avec tout le monde, avec l'Ukraine, avec la Russie, avec Israël, avec l'Amérique, avec la France, pour peu qu'on ne nous exploite pas. Le vrai problème de l'Afrique, c'est le problème du néocolonialisme. Comment la France, l'Allemagne n'a colonisé personne. L'Allemagne n'a frappé la monnaie pour aucun État. Et pourtant, l'Allemagne est la première puissance européenne, mais ils ont travaillé. Toute la sidérurgie, toutes les machines que vous voyez des usines, c'est fabriqué en Allemagne. Dès que la France fasse la même chose, au lieu de battre une monnaie qui sont des chiffons de papier, reconnus nulle part, qui ne correspond pas à l'économie réelle, ayons notre propre monnaie. Il n'y a pas de souveraineté sans monnaie. Il n'y a pas de souveraineté sans langue. Toi et moi, aujourd'hui, on devait nous exprimer dans notre langue, en lingala, ben nous nous exprimons en français. Nous devons avoir notre langue nationale qui sera notre langue officielle. Je vais vous dire à propos de langue. Moi, quand j'étais à l'école, quand on me disait 3 fois 5, ben je récitais mécaniquement, mais je ne comprenais pas ce qui se jouait. Je ne comprenais pas l'opération qui se jouait. Mais si on m'avait dit, j'ai dit 3 fois 5, Misato, Mbalamitano, j'aurais compris tout de suite ce que ça voulait dire. Ou si on m'avait dit Mibale, Mbalamisato, j'aurais compris Zole, Mbalatatu, j'aurais compris que je prends 2, 3 fois. Mais en français, 2 fois 5, je ne comprends rien. 2 fois 3, je ne comprends rien. Enfin, en tout cas, je ne comprenais pas l'opération qui se jouait. La langue, donc, est un outil important. Tous les pays ont leur langue, ont leur monnaie, ont leur drapeau, ont leur hymne. Pourquoi ça doit être nous qui n'avons ni langue, ni monnaie? Les Portugais parlent en portugais. Ils ont bon, aujourd'hui, ils sont maintenant à l'euro, mais avant, ils avaient l'escudos, leur propre monnaie. Pourquoi nous devions avoir une monnaie coloniale? Il faut qu'on sorte de cette monnaie et qu'il faut que Macron comprenne que l'époque du néocolonialisme est terminée. Et il y a une marche de l'Afrique vers sa véritable souveraineté. On ne parlera plus d'indépendance. Vous savez que la France a été colonisée, non? Par les Francs. Ils ont même gardé le nom les Français. Les Francs, c'était des Allemands, les Germains. Ils ont été colonisés bien avant par les Romains. Vous avez entendu fêter l'indépendance de la France? Non. On parle juste de la souveraineté. On n'a pas besoin de gaspiller des milliards pour fêter le néocolonialisme. On n'est pas indépendant. Fêtons autre chose, mais pas l'indépendance. Avec cet argent, on aurait construit des écoles, des hôpitaux. C'est des milliards, un gouffre financier pour rien. Voilà ce que je vous peux avez dire. dit, maître Jean-Jacques Bayol, vous avez dit fêtant autre chose, pas l'indépendance, d'accord? Vous étiez là en train de commenter à l'actualité internationale et vous avez dit l'Afrique n'a rien à voir avec le conflit qui se passe en Ukraine. Mais Oui. pourtant, comme je l'ai dit, là, on voit les autres prendre, disons, une avance. Macron était en Afrique, Sergei Lavrov, Anthony Blinken, mais du côté des Africains, on ne voit rien, aucun mouvement n'est observé. C'est comme si on continue à subir. Que doivent faire les Africains dans cette bataille de repositionnement et dans ce nouvel ordre qui est en train de se dessiner? Le Sergueï est arrivé à Brazzaville parce que Macron n'a pas voulu arriver à Brazzaville. Sassou Nguesso l'a fait venir à Oyo. C'est son problème. De toutes les façons, nous n'avons pas à nous emmener. L'Afrique, ce qu'elle doit faire aujourd'hui, c'est essayer d'établir des fédérations comme avant. Pas comme j'entends mon ami Robert Poiti-Pangou dire qu'il faut séparer le Congo Nord et le Congo Sud. Non. L'Afrique a vocation à être ce qu'elle était avant. Des grands blocs
il y avait l'Afrique équatoriale française. Aujourd'hui, au niveau de l'Afrique centrale, qui est l'Afrique la plus riche du monde, nous pouvons créer les États-Unis d'Afrique centrale. Voilà, allons vers l'unité. Notre regroupement, c'est en nous unissant que nous serons plus forts et que nous pourrons compter dans le concert des nations et nous pourrons nous organiser. Mais pas en restant des États balkanisés, nous n'arriverons à rien. Dans la forme où nous sommes, nous ne pouvons pas nous développer. Si nous sommes nombreux, nous sommes un seul État, nous allons... Des exemples comme dans le foot, nous serons meilleurs, dans tous les domaines, nous serons meilleurs. Voilà. Voilà, d'abord, l'unité de chaque région d'Afrique, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique orientale, et puis dans un deuxième temps, l'unité de toute l'Afrique. Voilà ce à quoi nous aspirons, ce à quoi l'Afrique doit penser aujourd'hui et demain. Voilà, et nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Maître Jean-Jacques Bayonne, je rappelle que vous êtes notaire et anthropologue. Probablement que vous avez une préoccupation, donc la question n'a pas été posée. Vous avez quelques secondes pour cela et puis ça sera la fin de notre émission. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour des questions. Ce que je dois demander aux Congolais, c'est de ne pas suivre les leaders qui nous demandent de nous recroqueviller. Il ne faut pas suivre un leader parce que nous sommes de la même région ou de la même ethnie ou de la même famille. On doit suivre des gens par rapport à leurs idées pour le Congo. Aujourd'hui, on ne voit personne nous dire que nous devons accéder à une réelle souveraineté. Personne ne nous dit ça. Personne ne nous dit que nous devons avoir notre langue nationale comme langue officielle. Personne ne nous dit que nous devons sortir du franc CFA. Donc, il ne faut pas suivre tous ces gens-là qui sont des valets du néocolonialisme. Sassou Nguesso est un valet du néocolonialisme. Vous le suivez, vous n'irez nulle part, vous irez dans le trou. Il est là pour les intérêts de la France, il n'est en aucun cas là pour les intérêts du Congo. Et je dis, pour que le Congo marche et avance, d'abord, il faut balayer Sassou Nguesso, qui est le frein aujourd'hui au Congo. Tant qu'il sera là, le Congo n'ira nulle part et n'avancera jamais. J'ai dit. Donc, Sassou Nguesso sera là, rien ne changera au Congo-Brazzaville, c'est dit de Maître Jean-Jacques Bayonne, Castador. En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes notaire et anthropologue. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. Likez, partagez. Si vous nous avez rejoints pour la première fois sur TLR TV, ne manquez pas de vous abonner pour être prévenu de nos prochaines émissions. On se dit donc à très bientôt, mais d'ici là, portez-vous bien. Merci.